Bonsoir à tous, début d'une nouvelle semaine d'information locale avec TV78. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, les titres de ce lundi 5 novembre. C'est notre fil rouge jusqu'à jeudi. Le dossier de la rédaction est consacré à la thématique des déserts médicaux. En 6 ans, le département a perdu 109 médecins généralistes. Quelle est la situation actuelle sur le territoire et à Saint-Quentin en Yvelines? Éléments de réponse à suivre. La tendance semble séduire les Versaillais. Le marché Notre-Dame propose désormais un carré tourné vers le bio. Une quinzaine de commerçants y est regroupée, maraîchers, boucheries ou encore biscuiteries. Et ce dimanche, nous commémorerons le centenaire de l'armistice de 1918, marquant la fin de la Première Guerre mondiale. Un devoir de mémoire entretenu notamment par Pharma Citoyen. L'association de Trappes a emmené la semaine dernière une vingtaine de jeunes à Verdun. Son président Moustapha Larbaoui est notre invité. Avant de développer ces titres, nous l'avons appris ce matin, l'ancien député des Yvelines, Jacques Masdeharus, est mort ce dimanche à l'âge de 76 ans. Maire de Poissy entre 1983 et 2008, il a été parlementaire pendant 21 ans jusqu'en 2009 et déchu cette année-là de son mandat pour corruption passive. Une peine d'inéligibilité avait été prononcée à son égard. Retiré de la vie politique, Jacques Masdeharus était gravement touché par la maladie d'Alzheimer. Cette semaine, donc, nous consacrons notre dossier de la rédaction sur les zones médicales sous-denses dans le département et à Saint-Quentin en Yvelines. Ce soir, posons le contexte pour commencer. Vous allez découvrir la situation de l'offre sur le territoire, nombre de médecins généralistes et de spécialistes, densité par habitant ou encore les communes en manque de praticiens. C'est avec ce reportage de Nicolas Dandry. Les Yvelines, 3e département d'Île-de-France concernant le nombre de médecins. Le territoire yvelinois compte 2068 médecins, dont 1008 généralistes selon les chiffres de l'Agence régionale de santé. L'âge moyen est de 53,59 ans et pour les spécialistes, la moyenne atteint 64,5 ans. Avec un impact sur l'évolution, entre 2011 et 2017, l'écart entre les praticiens entrants et sortants s'accroît. En 6 ans, les Yvelines ont perdu 109 généralistes et 154 spécialistes. Une situation expliquée par la non-compensation des départs à la retraite. Les médecins ne peuvent plus répondre à la demande de la population, sachant qu'en même temps que le déficit s'accroissait dans les Yvelines, la population augmentait. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des grosses difficultés de prise en charge des patients. L'ARS classe les communes en 2 catégories en fonction du nombre de médecins par habitant. Les ZIP, zones d'intervention prioritaire, et les ZAC, zones d'action complémentaire. Dans les Yvelines, les communes rurales sont principalement classées en ZIP. Actuellement, 178 médecins exercent sur Saint-Quentin en Yvelines, 132 médecins généralistes et 46 médecins spécialistes. Sur les 12 communes, 8 sont concernées par le classement de l'ARS, notamment les Clés-sous-Bois, Trappes et La Verrière classées en zone d'intervention prioritaire. Les villes qui se sont le plus industrialisées ont vu d'abord dans les années 60-70 s'installer les médecins, et ceux qui se sont installés dans les années 1970 sont en train de partir. Et après les nouvelles communes type Guyancourt et Lancourt, les médecins sont arrivés plus tard, se sont installés plus tard et donc partiront plus tard. Donc le déficit qui apparaît actuellement, il est surtout sur ces communes où l'installation s'est faite dans les années 70. Classées en ZIP ou en ZAC, les communes peuvent bénéficier d'aides pour attirer des médecins et les praticiens s'installant dans ces zones disposent d'accompagnement. Tout d'abord, le contrat d'aide à l'installation des médecins, ce qu'on appelle le CAIM, qui là est accessible dans les ZIP et pour les médecins qui s'installent en première installation, qui permet un financement à hauteur de 50 000 €. C'est le contrat de praticien territorial de médecine générale, le PTMG, qui là est accessible autant dans les ZAC que dans les ZIP, et qui permet de garantir un revenu brut mensuel de 6 900 €. D'autres mesures peuvent être aussi envisagées. Le gouvernement a engagé une réforme sur le sujet, Ma Santé 2022. Nous en parlons depuis quelques semaines sur TV78. Une élection municipale partielle est programmée à Coignères les dimanches 25 novembre et 2 décembre. Un scrutin rendu nécessaire après la démission du maire Jean-Pierre Sevestre et de plusieurs élus. Et nous recevons sur ce plateau les différentes listes candidates. Bonsoir Nicolas Robe. Bonsoir monsieur. Vous êtes l'un des colistiers de la liste au cœur de Coignères. C'est une liste qui se veut sans appartenance politique. On va y revenir. On ne connaît pas encore votre tête de liste. Vous indiquez vouloir choisir une tête de liste une fois que vous aurez choisi, trouvé les 27 colistiers. Le dépôt des listes, la fin du dépôt de ces listes doit se faire avant la fin de la semaine. Est-ce que vous allez pouvoir aligner une liste de 27 colistiers ?
Nous n'avons encore pas le quota des 27 et il nous en reste exactement 8. D'accord. Mais nous ne désespérons pas. Mais je crois que nous ne sommes pas les seuls dans ce cas-là. Donc jusqu'au bout, on démarchera. C'est vrai que 108 colistiers à trouver sur une commune de 2300 électeurs, la charge est dure, mais voilà. On a démarré un petit peu tard, mais on compte rattraper le retard. Et si on ne prend pas le départ, ce ne sera pas une catastrophe, puisqu'on propose quand même quelque chose qui nous semble essentiel et qui sera peut-être porté et qui aura peut-être un avenir. Ouais, c'est une démarche, alors que vous allez nous expliquer. Vous êtes l'initiateur de cette démarche aux côtés d'Éric Giraudet, qui est conseiller municipal indépendant. Pourquoi justement se lancer dans cette démarche? Alors, on se lance dans cette démarche parce que suite toutes les agitations qui ont eu lieu à Coignères depuis la nouvelle élection de cette mandature, en fait, ça va de mal en pis. C'était dur avec le départ d'Henri Pailleux, l'ancien maire. En 2015 En 2015, la succession a été difficile, il y a eu beaucoup de tensions, et ces tensions sont allées crescendo puisque des conseillers municipaux se sont séparés de leur liste d'élection, qui était Coignères Démocratie. Bon, et puis avec vraiment des tensions et des manières de débattre on parlait de débat, mais il n'y avait jamais de débat. C'était vraiment très compliqué. Donc, il s'avérait qu'il fallait faire les choses différemment et dire, voilà, on va proposer une vraie démocratie participative. On va vraiment aller vers les gens, vraiment savoir ce qu'ils veulent. Quand on représente, pour la fonction d'élu, quand il s'agit de représenter l'État dans la commune, on va vraiment avoir une démarche d'explication avec la population et pas toujours une charge d'imposition. Vous parliez des tensions justement qui se sont vues, qui ont été à leur apogée au moment du projet de fusion avec Morpa. Ça, c'était au printemps, un projet qui a été ensuite abandonné. On a vu des tensions au sein de la majorité, des conseils municipaux également houleux avec beaucoup de tensions, notamment des personnes qui ont assisté à ces conseils. Il faut revenir au calme aujourd'hui à Coignères, c'est la priorité? Alors c'est vrai que là je parlais plus du fond qui a fait notre émergence, mais la forme est vraiment très discourtoise. C'est presque intolérable d'avoir des comportements comme ça dans des conseils municipaux, de réclamer des démissions, des choses comme ça, avec autant de violence. On a entendu dans l'Assemblée les gens qui ont assisté au conseil réclamer la démission de Jean-Pierre Sevestre, qui était le maire. C'était organisé, certes. Il avait péché par manque d'anticipation, par une information trop tardive. Et ça, depuis le PLU, quand il en a parlé, c'était déjà trop tard pour lancer les premières démarches. Il y a eu la piscine de Maurepas, il y a eu on peut dire que ce projet de fusion, dans la démarche, qui a été vendu comme déjà tout fait, c'était intolérable principalement dans la démarche, ça empêchait de réfléchir, alors qu'il y avait forcément une transition culturelle. Bon, donc on s'est positionné contre ce projet de fusion, effectivement. La liste qui sera élue en novembre ou en décembre, s'il y a un deuxième tour, aura un mandat assez court finalement, puisque les prochaines élections municipales sont programmées en 2020. C'est quoi aujourd'hui les dossiers prioritaires sur lesquels il faut s'atteler à Coignères? Alors, en démarchant auprès de la population, il y a principalement 2 dossiers qui relèvent l'attention, c'est le transport et l'emploi. Et bien sûr, il n'y a pas que ça. Il y a aussi de l'urbanisation de certains coins qui est insatisfaisante. Il y a aussi l'éducation. C'est un peu lié à l'emploi. Mais bon, voilà. Il y aurait un premier effet à obtenir assez rapide avec assez peu de coûts sur l'emploi et principalement le transport. Voilà. Parce que c'est vrai que là, l'exercice budgétaire sera très court, donc il faudra précipiter les choses pour réussir à faire quelque chose dans ce qui n'est pas prévu, dans ce qui a été raté par manque de concertation. Donc ces choses-là sont à rattraper. Mais là, un dernier mot, il nous reste moins d'une minute sur la liste. Justement, revenons à cette liste, initiée notamment par Éric Giraudet, conseiller municipal indépendant, par vous. L'idée, c'est quoi? C'est de faire participer les Coignériens, qui est des habitants, dans cette liste? Oui, tout à fait. On fait participer des Coignériens. C'est pour ça qu'on va à leur rencontre pour chercher des gens nouveaux qui veulent participer au débat et à la vie de la politique locale.
Ça nous semble essentiel. Il y a beaucoup de gens qui sont capables de faire des choses. C'est pas un métier à part entière. On est quand même une commune de 4300 habitants. C'est pas énorme. Il y a moyen de faire simplement de la politique locale et en bonne intelligence, à base de bon sens, de transparence et de rétablir cette confiance qui aujourd'hui est quand même complètement disparue. Et je pense que c'est pas fini. On n'a pas fini de voir des choses apparaître. Merci Nicolas Robe d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous êtes l'un des colistiers de la liste apolitique au cœur de Coignères. Premier tour de cette municipale partielle le 25 novembre. Un éventuel deuxième tour est lui programmé le 2 décembre. Le reste de l'actualité en bref, 200 000 Essonniens et Yvelinois affectés par une grève de la collecte des ordures, mouvement illimité à l'appel de la CGT qui perturbe le ramassage des poubelles dans les communes adhérentes au SIOM, notamment Saint-Rémy-les-Chevreuses et Chevreuse. En cause, la reprise du marché de collecte par la société Sépure. D'après le syndicat, les salariés vont perdre en moyenne de 250 à 300 € par mois avec ce changement. Des boucheries des Yvelines, de nouveau prises à partie. Vendredi, 2 établissements situés à Versailles ont été visés par des antispécistes, ces militants de la cause animale. Du faux sang a été jeté sur les devantures et le chiffre 269 a été inscrit au marqueur rouge sur les vitrines. 269 en référence à l'association antispéciste 269 Libération Animale. Des actes de vandalisme similaires ont eu lieu également à Saint-Arnoux en Yvelines et dans la ville de Jouy-en-Josas. À Versailles toujours, des enseignes spécialisées, des magasins en vrac et des restaurateurs de plus en plus demandeurs. La Cité Royale se met au bio. Pour suivre la tendance, la municipalité a regroupé les commerçants bio du marché Notre-Dame dans un même carré. Les explications de Marilène Pichino et de Patrick Jacques de Dixmude. Chaque semaine, ce Versaillais retrouve son stand du marché préféré. J'ai mes habitudes ici parce que les produits sont authentiques. Ce sont des produits qui sont en partie bio ou tout comme. Et on les teste, on a testé à peu près tout ce qu'ils font et à chaque fois on revient particulièrement chez ce commerçant. Merci beaucoup. Bonjour madame, un petit verre de jus de pomme, je vous la ferai dimanche prochain. Laissez-vous tenter. Venez. Petit à petit, le carré à la viande du marché Notre-Dame de Versailles est devenu un carré bio. L'idée est de suivre les habitudes de consommation des habitants. C'est une clientèle très fidèle quand le produit est bon et qui revient. Donc on a une clientèle depuis plus d'1 an et demi extrêmement fidèle. Dès 2011, la ville de Versailles avait essayé de mettre en place un marché bio quartier Saint-Louis. Une idée peut-être trop avant-gardiste à l'époque, mais une vraie demande aujourd'hui. La tendance nationale étant là, on a voulu vraiment étoffer l'extrême qualité déjà du marché Notre-Dame en continuant à poursuivre son extension. Le regroupement permet une meilleure identification pour le client et attire les commerçants. La ville reçoit de plus en plus de demandes pour faire partie du carré réservé. Je préside une commission 4 fois par an et on valide les demandes en fonction de la qualité des dossiers qui nous sont présentés. La sélection se fait également dans un objectif de pluralité de l'offre. 15 commerçants variés sont présents dans ce carré bio. Des sorties sur le thème de la mémoire pendant les vacances. Une vingtaine de jeunes de Trappes s'est rendue dans 2 lieux. Le mémorial de l'abolition de l'esclavage à Nantes et à Verdun, à quelques jours de la commémoration de l'armistice signé en 1918. Bonsoir Moustapha Larbaoui. Bonsoir. Vous êtes le président de Pharma Citoyen. C'est votre association qui a emmené ces jeunes et aussi des adultes donc ces jeunes, c'est des jeunes du club de Trappes. Alors avant de parler de la sortie à Nantes au mémorial de l'abolition de l'esclavage, vous avez, je l'ai dit, emmené ces jeunes à Verdun. C'est le lieu d'une des plus emblématiques bataille de la Première Guerre mondiale qui a eu lieu donc en 1916, l'une des plus meurtrières aussi, cette bataille de Verdun, plus de 300 000 morts, plus de 400 000 blessés. C'était important pour vous d'expliquer à ces jeunes, de les emmener, d'expliquer pourquoi on commémore aujourd'hui ces dates? Alors en fait, ce qui est important pour nous, l'association Pharma Citoyen, c'est que on a envie d'aller à la rencontre de nos enfants pour qu'ils apprennent des choses, celles qu'ils apprennent à l'école. Et là, l'idée, c'est de les sortir pour aller sur des lieux à la fois de mémoire, mais c'est pas non plus les emmener sur des cimetières pour les emmener sur des cimetières. Il y a vraiment l'idée selon laquelle la société dans laquelle on vit, tous, elle n'est pas le fruit du hasard, elle est celle que l'on construit. Et je dis souvent que c'est celle des adultes et les enfants sont ceux sur lesquels on travaille. Donc en fait, les enfants deviennent seulement ceux qu'on a bien voulu. Et je crois que il y a beaucoup à faire au niveau des adultes sur les enfants, sur ce travail de mémoire, mais pas simplement pour les victimes et paix à leur âme, mais c'est surtout le futur qui m'intéresse. Oui, pour la Donc continuité. en faisant tout ça, c'est en réalité sur le futur que je travaille.
Mais à continuer comme on l'entend en permanence, moi j'écoute la télé, tout le monde écoute la télé, la radio, c'est anxiogène, on va finir par se foutre sur la gueule. Il faut peut-être qu'on avance un petit peu d'une manière enfin autrement. Donc, tous ces voyages, cet esprit de solidarité. Voilà, tous ces voyages, c'est exactement ça. Voilà ce que la connerie humaine peut apporter. Nantes, c'est la traite négrière, qui est une abomination de ce que l'être humain peut faire. La guerre qui part d'une connerie à Sarajevo, pour le dire vite fait, une connerie à Sarajevo. Du duc François Ferdinand. C'est des millions de morts. On se pose des questions. Demain, ça peut arriver avec une connerie qui peut arriver. Et donc, tout ça, c'est pour dire que la connerie humaine, celle sur laquelle j'ai envie de parler, peut provoquer des choses beaucoup plus dramatiques. Et vous le disiez, c'est aussi les ouvrir à autre chose. C'est des fouteux, ces gamins. Voilà, c'est les ouvrir à d'autres thèmes, à élargir leur culture générale. J'ai été président pendant 14 ans du club de foot de Trappes. Aujourd'hui, je continue à être président d'honneur, mais ça a toujours été un prétexte pour moi, le foot, pour faire autre chose. Mais ce qui m'intéresse, c'est le sport et la culture. C'est vraiment deux pendants importants pour aller toucher l'âme des citoyens et faire en sorte que les enfants grandissent sur des vecteurs et des valeurs importantes. Donc ouais, c'est un prétexte, et l'idée, c'est de sortir. Mais c'est jamais des sorties, on va dire, consommatives. On n'y va pas, je vais pas les emmener au bord de la mer, ni à la montagne, c'est super important. Jouer, tout ça, c'est important. Mais ça peut être fait par d'autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de les emmener sur des lieux ou de mémoire, ou d'histoire, éducative de toute façon, avec une réflexion, et qu'ils en gardent simplement un mot, une phrase, une idée. Juste pour vous dire, on était 40, il y avait 27 gamins. À Verdun, par exemple, la visite se fait en 1h30. On est resté 20 minutes à attendre une gamine qui voulait tout voir, tout lire. On en est tous sortis. Il s'est vraiment passé quelque chose à ce moment-là. Pour celle-là, mais en réalité, il se passe quelque chose pour tous. À Nantes, de la même façon. Voilà. Et puis, Pharma Citoyen, c'est également une classe. Là, aujourd'hui, par exemple, on a fait le ramassage scolaire. D'accord. On les emmène en classe, on leur paye un goûter. Et après, on travaille sur la concentration, sur l'estime de soi. On fait du renfort maths français, mais je reste convaincu que techniquement, ils sont capables, comme tout le monde, c'est évident, c'est même ridicule de le dire, de dire autre chose, mais travailler sur l'estime de soi, c'est ce qu'on fait, et sur la concentration. Et mettre en avant des talents. On sait que de la ville de Trappes émergent de nombreux talents. Et j'aimerais que ça soit, qu'on fasse émerger surtout de bons citoyens, parce que la citoyenneté, c'est devenir ce que l'on doit être, à titre personnel, donc on travaille sur soi, mais c'est également travailler en collectif. Et donc, il y a des valeurs comme ça sur lesquelles on travaille beaucoup, les notions de république qui ont du sens, la laïcité et les mixités. On emmène toujours des seniors avec nous. Oui. Donc la mixité en âge, filles et garçons, et demain, sur des quartiers différents comme La Verrière ou Jussieu, le quartier de Jussieu à Versailles, ce sont les 3 quartiers sur lesquels j'ai travaillé. Et j'en profite pour vous remercier, Téléfilm, parce que je suis ému en parlant. Je suis ému de parler de tout ça parce que c'est des choses qui me touchent beaucoup qui me tiennent à cœur. Donc je vous remercie infiniment parce qu'il faut faire et on s'en contente, mais il faut le faire savoir aussi parce que j'ai besoin que d'autres nous rejoignent. On n'est que des bénévoles et on aura une 15aine de sorties dans l'année, donc 5 voyages importants. On a prévu des musées en Île-de-France également, comme le musée de la Shoah, comme d'autres mémoires importantes qui ont vraiment brisé pour moi des points d'histoire tragiques pour le coup. Tragiques. Mais par contre, il y en aura d'autres. On ira Futuroscope. Oui. On ira sur des lieux où on apprend, mais un peu plus festif quand même. Donc c'est à la fois les sortir, ça c'est important. Il se passe jamais rien le dimanche, à part le foot, donc on les sort aussi le dimanche. Et c'est ça cette idée. C'est le foot, c'est bien, mais il reste quand même assigné à résidence. C'est-à-dire que le foot, c'est quand même un peu dans leur quartier ou dans d'autres quartiers. Donc j'ai envie qu'ils sortent aussi ailleurs. Et sur cette sortie, justement à Nantes, je voulais y revenir à ce mémorial de l'abolition de l'esclavage. Est-ce que les jeunes sont au courant de cette histoire ou pas du tout, cette histoire tragique de France et du monde? Très peu le sont les enfants, très peu. J'ai presque envie de dire que la plupart de ceux qui nous écoutent ce soir, et les adultes en particulier, ne savent pas grand-chose. J'ai moi-même appris beaucoup de choses et c'est très prenant. Donc l'idée, c'est pas encore une fois, c'est pas de trouver ni des fautifs, ni de faire quelques commentaires que ce soit. C'est juste que ces choses-là ont existé. Traite négrière, la Shoah, ou les guerres meurtrières ont existé. Souvent, c'est la connerie humaine. Il y a vraiment moyen de faire autrement.
Et bien sûr, ce qui nous intéresse maintenant, le thème qui nous intéresse en particulier, c'est la transition écologique. Donc on travaille avec nos mômes sur nos enfants, sur l'estime de soi et la concentration, et puis faire en sorte que des gestes soient appris au sein de Pharma Citoyen. Voilà, le programme est vaste, mais en réalité, on est focalisé sur ce que nos enfants peuvent apprendre. L'éducation, c'est aux parents, l'école a son travail, et les associations comme les nôtres viennent en relais. Le peu qu'on fera, on est bien content de le faire, parce que je me sens responsable de tout ce qui se passe sur la planète, même si je ne suis pas coupable. Et vous l'avez dit, un travail sur l'avenir. Merci Moustapha Larbaoui d'avoir été avec nous, président de Pharma Citoyen. Et nous reparlerons de ce thème de la commémoration des 100 ans de l'armistice. L'armistice ce jeudi dans le journal avec des invités. Le sport, le départ de la route du Rhum a été donné hier dimanche depuis le port de Saint-Malo. Les skippers se sont élancés pour rejoindre la Guadeloupe en solitaire. Parmi eux, 2 Yvelinois, Louis Burton, originaire de Rambouillet, et Eric Bellion de Versailles. Le premier a pris la route sur son IMOCA Bureau-Vallée, mais son aventure pourrait rapidement se terminer. Le skipper est actuellement en train de réparer son bateau à Roscoff suite à une avarie. Et à l'heure où je vous parle, pas de problème a priori en revanche pour Eric Bellion. Le skipper comme un seul homme est 14e au classement dans les bateaux hors catégorie. On continue de parler sport dans cette émission avec Mickaël Midoro. Bonsoir. Bonsoir Grégory. Comme chaque lundi, vous venez nous présenter les principaux résultats du week-end dans le département. Et on commence, Mickaël, par un sport qui vous plaît, je le sais, c'est le volleyball. Je peux rien vous cacher, Grégory. Je vais vous emmener du côté de Vélizy et Villacoublay. Tous les signaux sont au vert pour l'équipe féminine senior en National 3. Ce week-end, les Véliziennes se sont imposées dans leur gymnase 3-7-0. Elles ont remporté leur 5e victoire de la saison en 6 matchs disputés. Le score 25-20, 25-11 et 25-8. Écoutez les réactions. Balade de santé, non, le premier set ne l'était pas. Non, il était plutôt serré, justement, c'est temps que psychologiquement on se mette dedans. Et après, par la suite, effectivement, ça s'est érodé, on a été plus propre dans le fond de jeu, ça aide. Coach satisfait par rapport à la causerie d'avant-match, où justement on a essayé d'appuyer sur le fait de jouer ensemble, se faire plaisir et de tenir le jeu qu'on n'a pas tenu sur les derniers matchs dans la régularité. Donc bonne réaction des filles. Avec cette victoire, les Véliziennes conservent la première place du championnat de National 3 devant Argenteuil. Mais le promu ne s'enflamme pas, écoutez. Donc là, cette année, c'est une année de plaisir, où maintenant les filles commencent à chercher justement à faire des résultats. Mais les objectifs du club, c'est de se maintenir. Moi, c'est d'essayer de faire le tableau, et plus ça va, et plus les filles sont gourmandes. Donc on va voir ce qui se passe. Pour continuer à rêver d'une montée en National 2, Vélizy devra s'imposer le 17 novembre prochain face à son dauphin au classement Argenteuil. Après un sport de balle et un sport collectif, Mickaël, il y avait également du football ce week-end. On jouait en première division de district, 6e journée ce week-end. Plaisir s'est imposé dans la douleur 2-1 contre Marly-le-Roi. Huancourt domine Sartrouville 3-2. Morpas s'incline 3-0 contre Houille à l'extérieur. C'était journée porte ouverte. En revanche, dans la défense de Montesson, les joueurs ont pris l'eau sur le terrain de Carrière-Grésillon 10-1. Une valise, comme on l'appelle. Une valise, c'est exactement. Le Chénet s'offre le FC Mantois 4-3 dans un festival offensif. Enfin, à Gargenville s'impose contre Ardricourt 3-1. Le championnat est dominé par Guyancourt. Merci Mickaël, et on retrouvera tous ces résultats dans votre émission Le 7-8 Sport, c'est ça? Dans quelques instants. À suivre sur TV 78. On termine en musique avec le festival Durnfest qui s'est déroulé ce week-end, un événement en métal à Voisin-le-Bretonneux et à Rambouillet. Sur scène, 8 groupes parfois venus de loin. Immersion avec Manon Varaldo et Patrick Jacques de Dixmude. Human Toys, Red Scalp ou encore Stone Bird, chaque groupe essaye de faire partager son monde, son univers à un public de plus en plus nombreux au festival Durnfest. Composition tant psychédélique que 70s, saturation de la guitare, rythme très long, très lent, les Deadly Vipers ont fait le déplacement depuis Perpignan. Ils ont fait découvrir les titres de leur dernier album. C'est important pour nous de se répandre, en fait, de se faire connaître un petit peu à droite à gauche et puis de montrer un petit peu scéniquement de quoi on est capable. Et voilà, comme je l'ai dit, d'honorer justement cet album que nous avons sorti et dont nous sommes vraiment très fiers. Pour la deuxième édition, les organisateurs de Durnfest ont voulu donner une dimension internationale au festival. Contrairement à l'année dernière où c'était beaucoup plus local,
Je voulais essayer de programmer un peu des exclus. Red Scalp, ils n'ont pas joué depuis des années. Ils ont joué une fois en France, c'était je ne sais plus quand, en 2014 je crois, en Bretagne. Et depuis ils n'ont pas rejoué dessus depuis. Et je trouvais ça dommage parce que c'est un groupe qui fait un peu de la fusion avec les croyances amérindiennes, des voix ethniques et tout ça. Je trouvais ça super intéressant. Et voilà, je trouve ça super énergique. Et voilà, je trouve aussi que c'est une musique qu'il faut faire découvrir aux gens. Le stoner attire. Les Red Scalp, groupe polonais, ont des sonorités amérindiennes avec des voix ethniques. Nous nous trouvons là où il y a des festivals internationaux. C'est sympa, bien évidemment. Ils sont très intéressants. Mais nous aimons les deux, les festivals internationaux en Pologne, mais aussi les groupes locaux. Je pense qu'en mixant les deux, c'est la meilleure façon. Le métal a donc ses admirateurs dans les Yvelines, un style musical en plein essor qui attire de plus en plus d'adeptes. La fin du 7-8 journal, cette édition et ses reportages sont à retrouver sur notre application mobile et sur notre site internet. Belle soirée avec TV78.